Officiellement, mon nom est Martin Bérubé, conseiller pédagogique au Cégep de la Pocatière et membre du comité de mise en œuvre de FADIO. Donc, cet après-midi, je vais avoir le privilège d'agir comme animateur et présentateur pour un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je souhaitais véritablement que ce projet-là soit présenté dans le cadre de la semaine de la FAD parce que je trouve que c'est un projet énormément important pour l'ensemble du réseau collégial. Donc, cet après-midi, l'atelier, ça porte le titre de Projet M, nouvelle approche québécoise de formation duale créditée AEC à distance dans les entreprises. Cet atelier présentera une nouvelle approche réseau québécoise de formation duale qualifiante à distance dans les entreprises. Une approche mise en œuvre par un consortium de 3 cégeps, celui de Huntsic, celui de Victoriaville et celui de La Pocatière, qui expérimente de nouvelles pratiques de formation avec un support numérique technopédagogique à distance afin de favoriser l'adéquation formation-emploi pour des employés d'entreprises de différents secteurs à travers la province de Québec. Je vous présente nos deux animateurs. Donc, M. Christian Pluznica. M. Pluznica fait envoyer du Cégep de la Pocatière à titre de coordonnateur d'extra-formation, service de formation continue aux entreprises. Il agit en tant que leader de formation interactive à distance en mode hybride avec des nouvelles approches technopédagogiques à travers tout le Québec, mode hybride intégrant les classes virtuelles, les cours en mode asynchrone, les laboratoires en classe virtuelle, les activités pratiques en milieu de travail et les stages d'immersion. Il est membre de différents comités et de tables de travail sur le numérique, notamment pour le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Cégep à distance et la Fédération des cégeps. Je vous présente aussi ma collègue et bonne amie Julie Mercier, donc, qui enseigne à la formation continue du Cégep de la Pocatière, où tous les cours se donnent à distance depuis plusieurs années. Elle travaille également comme conseillère pédagogique, principalement au niveau du développement de programmes et de l'enseignement régulier et de la formation continue. La formation à distance et des projets collaboratifs l'intéressent particulièrement. Donc, après cette présentation, je vous laisse la parole et bonne présentation. S'il y a quoi que ce soit, vous ne gênez pas, vous m'interpellez. Je tiens à préciser que cet après-midi, on va mettre l'emphase beaucoup sur toute la dimension pédagogique. Tout ce qui est l'aspect technique par ailleurs sera plutôt en filigrane, mais cet après-midi, Christian et Julie vont mettre l'emphase sur le projet et son déploiement à travers le réseau. Une question à la fin, peut-être? Oui. Merci Martin, bonjour à tous et bonjour à toutes. Il me fait un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Grand plaisir, mais je devrais vous annoncer que je devrais quitter à 4 heures parce qu'on a une grande visite aujourd'hui au Cégep et je suis invité à une rencontre avec le comité de Carrefour de la réussite de la Fédération des cégeps. Donc, mais je pense qu'on aura fait le tour en plus gros avec Julie d'ici 16 heures. Donc, je vais vous présenter ce projet M et ce que je vous proposerai, donc, Martin nous a proposé tous les deux, nous a présenté tous les deux, pardon, Julie et moi, c'est ce déroulement de la présentation, un bref historique, parce que vous allez voir que ce projet M, comme dit, en fait, c'est un projet qui a été assez long à mettre en place. On vous présentera le consortium du projet M pour l'AEC en productivité en industrielle, la structure de la formation, les points forts. Il y aura un témoignage qui est assez pertinent et que j'aime beaucoup, que vous allez voir, qui va être présenté par Julie. Et ensuite, on présentera les défis, les enjeux et l'avenir du projet en question. Et la série de questions que je vous propose de tenir, c'est à la fin de la présentation, de façon à pouvoir donc faire le déroulement de façon continuelle de cette présentation. Donc, si je prends l'historique, ce projet M n'aurait pas pu voir le jour, soit sans 3 grands organismes que je tiens à vous présenter. D'abord, la Commission des partenaires du marché du travail, qui est une instance gouvernementale qui réunit des hôtes, des grands représentants des employés, des manufactures, des entreprises, des maisons d'enseignement des 3 ordres et des organismes gouvernementaux. L'autre organisme, c'est MEC, qui s'appelle MEC, c'est-à-dire les manufacturiers exportateurs du Québec, qui est ce qu'on appelle en terme plus commun un CSMO, c'est-à-dire un consortium de soutien de la main-d'œuvre. Et le troisième, vous connaissez, je pense tous, qui est la Fédération des cégeps. Donc, historiquement, la Commission des partenaires du travail met à disposition des programmes de financement qui sont donc pour la recherche de projets qui vont permettre de soutenir l'innovation dans l'adéquation formation-emploi.
pour permettre aux employés non qualifiés d'avoir une qualification avec un aspect recherche dans ces différents projets. Et le CSMO, qui est MEC, Manufacturier Exporteur du Québec, donc, a fait un appel d'offres de projet avec la Fédération des Cégeps. Et vous allez voir, donc, il y a en fait non pas un projet MEC, mais qu'il va y avoir 3 projets MEC. Donc, il va y avoir 3 projets spécifiques qui sont gérés par 3 consortiums bien distincts. Un de niveau, donc, plus attestation de spécialisation professionnelle, qui était réuni par 8 commissions scolaires. Un autre projet de niveau collégial qui était avec les cégeps de Sept-Îles et de Thetford, qui était basé sur une offre de l'attestation de collégiale en génie mécanique, et le projet M pour le consortium de Annecy, Lapocatière et Victoriaville que je vous présente aujourd'hui avec Julie, et qui est donc basé sur l'attestation d'études collégiales en productivité en génie industriel. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ce projet M, enfin ces projets M, ont été avec une approche en mode dual, mais adaptée à des travailleurs qui sont non spécialisés, avec des formations qui doivent être en entreprise intégralement, incluant la partie théorique à distance et la partie pratique à distance. Et l'objectif est d'avoir donc des qualifications techniques pour ces employés non qualifiés. Et le projet donc, a fait la combinaison d'études et travail rémunérés. C'est-à-dire que l'employé est toujours payé durant ses heures donc, de formation et le projet est soutenu par CPMT. Donc, c'est un projet donc, qui permet de mettre en avant un beau partenariat école-entreprise avec les soutiens de la Fédération des Cégeps et de CEFRIO. Et l'idée donc, est vraiment de pouvoir intégrer au maximum le numérique dans ces approches de formation, autant sur le mode de classe virtuelle que le mode asynchrone avec la classe Moodle qu'on présentera Julie, et de répondre pour l'adéquation formation-emploi pour les différentes entreprises qui ont adhéré à ce projet. Historiquement, ce que je tenais à vous présenter, c'est que ce projet a été assez long à mettre en place. Il a commencé en octobre 2015, vous voyez, donc on est presque avec 5 ans donc, de mise en place. Il y a eu donc un appel d'offres qui était fait par la Fédération des Cégeps suite à la proposition de la Commission des partenaires de marché du travail. Cet appel d'offres a été fait en octobre 2015 et suite à la sélection après des 3 consortiums, il y a eu donc des travaux qui ont été faits entre la CPMT, MEC, la Fédération des Cégeps, les consortiums pour arriver donc à mettre en place un projet qui réponde aux conventions collectives des différents enseignants et qui répondent vraiment aux principes budgétaires donc, de cette approche novatrice. Et ceci a abouti en novembre 2018 à la signature d'un protocole d'entente entre MEC et le consortium qui était fait avec Annecy, Victoriaville et la Pocatière. Il a fallu ensuite presque 1 an, comme vous voyez, de novembre 2018 à septembre 2019 pour assurer la préparation du projet, le recrutement des entreprises et des apprenants qui sont des employés des entreprises, la promotion auprès de ces différentes entreprises et bien sûr la sélection des apprenants qu'on va vous présenter après avec des tests qu'on a mis en place avec Accepto. Et hurrah, donc on a pu commencer enfin le 23 septembre 2019, le début de la formation. Pourquoi est-ce qu'on a donc ciblé cet AEC en productivité en génie industriel? C'est une AEC qui correspond dans différents secteurs des entreprises, aussi bien les secteurs de la transformation métallurgique, que la transformation du bois, que la transformation alimentaire, que la production donc, de l'optique photonique. Donc, les compétences qu'on apporte à ces employés sont transversales et c'est un projet donc, qui a une valeur et qui a une ampleur provinciale. Alors, je vais vous présenter donc peut-être plus brièvement nos 3 cégeps qui donc, font partie donc, de ce consortium. Je commencerai donc par ordre alphabétique par le collège Einzig. Et vous voyez, donc, le collège Einzig, c'est quand même ce qu'on appelle un gros collège avec 7500 étudiants et qui étudie dans différents programmes de DEC techniques, dans 26 DEC techniques et des programmes donc préuniversitaires. Einzig se distingue aussi par son centre intégré d'innovation et d'expertise en communication graphique et en imperméabilité. Sur le plan de la formation continue, c'est comme un gros cégep, vous voyez, il a 1200 étudiants, il a un service intégré à ces formations continues qui sont dans 26 programmes d'AEC, dont vous voyez programmes en technique, juridique, policier et mécanique du bâtiment.
Est-ce qu'on est bien? Le micro fonctionne bien? J'ai l'impression qu'on nous a... Pas de souci, Julie, tout fonctionne bien. Parfait, merci. On a senti une petite période où ça a été accroché, mais là, ça va maintenant. Parfait. Ah, est-ce que vous voulez que je reprenne les explications? Non, je ne pense pas que ça a été assez long. Pour l'Apocatière, c'est comme un petit cégep, l'Apocatière. Vous voyez, donc on a un gros cégep avec un lycée et un petit cégep avec l'Apocatière, qui est donc avec 1200 étudiants sur 3 campus. L'Apocatière, Montmagny et Témiscouata, qui est partagé avec le cégep du Rivière-du-Loup, qui étudie dans 9 programmes techniques et 4 programmes préuniversitaires, avec des programmes assez spécifiques, tels que audioprothèse, technologie du génie physique, gestion et technique de scène pour Montmagny et santé animale. La particularité du CEV l'Apocatière, c'est qu'il y a donc 3 centres collégiaux de transfert de technologie, dont Bioptère, qui est plus spécialisé dans le domaine de transformation alimentaire, Optech, dans toute la partie optique photonique, et Solutions de Vica, qui est spécialisé dans toute la partie soudage laser et informatique de la partie donc, médicale. La formation continue de l'Apocatière a une particularité parce qu'elle œuvre sous l'image de marque de Extra Formation. Alors, à petite blague, chaque fois que je parle de l'extra-formation, je dis pourquoi appeler ça extra-formation? Parce que c'est une équipe extraordinaire, et c'est un peu vrai. Mais l'autre particularité, c'est que l'Apocatière offre des formations à travers tout le Québec et à l'international, avec un mode de formation qui est, on appelle ça nous en mode hybride, qui inclut des classes virtuelles, du mode asynchrone, et tout ce qui est activité pratique se fait en milieu pratique de travail. Et nous avons donc 500 étudiants moyennement chaque jour qui sont en formation continue dans 15 programmes d'AEC, dont bien sûr le programme du génie industriel, des programmes de domaine de santé et psychosocial qui sont assez particuliers et uniques au Québec, tels que stratégie d'intervention en zoothérapie, stratégie d'intervention en langage, des programmes d'administration. Et l'autre particularité sur laquelle s'est développée l'Apocatière depuis 3 ans et quelques, c'est la cybersécurité pour les gestionnaires et les entreprises, dont on a mis en place un centre de simulation et stratégie de gestion et intervention en cybersécurité. Le troisième partenaire, et pas le moindre, c'est quand même un cégep de un moyen cégep, disons, qui a donc 1600 étudiants répartis sur plusieurs sites, dont un site qui est le Centre de formation, innovation et technologie, et aussi, donc, Victoriaville, vous savez peut-être aussi, c'est la fameuse École nationale du bois, des ministéries, qui se trouve aussi bien à Victoriaville qu'à Montréal. Leurs étudiants, donc, sont dans 7 programmes techniques et 3 programmes préuniversitaires. On retrouve, bien sûr, donc, des programmes assez pointus, tels que la partie agricole, gestion et technologie d'entreprise agricole, technique de meubles et ébénisterie, technologie électronique industrielle. Victoriaville a aussi, lui, 3 centres collégiaux de recherche et transfert de technologie avec le CETAB, toute la partie donc, agriculture biologique, Innovem, toute la partie donc, innovation pour les ministères et les meubles, et le CISA, toute la partie donc, intégration sociale de l'agriculture. Leur formation continue offre aussi donc, 15 programmes d'AEC qui sont suivis par 400 étudiants, dont génie industriel, robotique, agriculture, ébénisterie, santé mentale, etc. Donc, vous voyez, donc, le lien commun entre nos 3 cégeps, c'est vraiment un génie industriel. Et il faut savoir donc que l'Apocatière est le leader donc, de ce consortium. Et c'est l'AEC en productivité en génie industriel qui est donc une des composantes de l'AEC en génie industriel qui a été choisie pour être donc l'objet de ce projet pilote. Est-ce que ça va? Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris 3 cégeps qui sont un petit peu à l'opposé? Le projet voulait couvrir l'ensemble de la province du Québec. Donc, vous voyez, on s'est réparti, entre guillemets, on a fait un peu comme Napoléon Ier ou Jules César. Donc, on s'est divisé le Québec en 3 zones. ANSSIC va s'occuper et apporter son support pour toute la partie des entreprises qui sont dans la grande région de Montréal. Victoriaville, toute la partie donc, du Québec centre, et l'Apocatière, toute la partie est du Québec. Donc ainsi, donc, le Québec est couvert dans son intégralité pour offrir autant d'informations en mode virtuel que soutenir donc, les apprenants dans leur milieu respectif de travail. Là, maintenant, je vais laisser Julie prendre la suite pour toute la partie plus pédagogique, étant donné que c'est elle la conseillère pédagogique. Merci, Christian. Alors, effectivement, je vais vous présenter davantage la structure de la formation. Je pense que c'est important quand même aussi de vous présenter l'historique pour montrer
que c'est quand même une assez grosse machine et vous allez voir que ça a un impact aussi sur la structure de la formation, étant donné qu'on travaille en consortium et donc il y a plusieurs intervenants. Donc, quand on parle de structure de la formation, je vais vous présenter dans un premier temps le diagramme de cette structure-là parce qu'il y a plusieurs personnes donc, qui interviennent dans tout le développement du matériel pédagogique. Donc, il faut comprendre que c'est une structure qui a demandé qu'on définisse très bien les rôles et responsabilités de chacun. Et ensuite, brièvement, je pourrais vous présenter les plateformes pédagogiques qui sont utilisées pour les différents contenus de cours. Alors, peut-être avant d'aller plus loin aussi, insister ou rappeler le fait, Christian l'a mentionné, que c'est le Cégep de la Pocatière qui est porteur du projet, en fait, parce qu'il a fallu assez rapidement déterminer dans le consortium, le Cégep, qui allait en faire la gestion administrative. Parce qu'il reste qu'on devait centraliser les inscriptions, on devait donc se donner une directive, un moyen, un canal pour faire vraiment toute la gestion de l'attestation de l'étude collégiale. On peut penser à l'embauche des enseignants, mais pensons aussi à tous les documents de référence. Donc, en déterminant que le Cégep de la Pocatière était le porteur du projet, ça fait en sorte que ce sont nos documents institutionnels. On peut penser à la PIA, donc notre politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages, également nos plans d'études. Donc, nous nous sommes servis de nos plans d'études et en plus de notre processus d'approbation des plans d'études. Donc, c'est notre portail qu'on a utilisé. Donc, il fallait, dès le départ, quand même, se donner une porte d'entrée. Alors, au niveau du diagramme de la structure, vous avez ici un peu, avec cette image, un résumé des différentes personnes qui sont appelées à intervenir pour le développement du matériel pédagogique. Alors, tout ça est chapeauté par 3 conseillers pédagogiques. Donc, moi, je travaille vraiment de concert avec un conseiller pédagogique d'Annecy et de Victoriaville. Mais pour ce qui est vraiment du développement des différents cours, donc je n'ai pas le nombre de cours à l'esprit, mais il y a une douzaine de cours dans le cadre de l'attestation. Alors, on a évidemment bonifié un peu notre façon de faire avec le temps. Il y a eu un développement pour un premier bloc de 3 cours et puis par la suite, on s'est un peu ajusté pour le développement des cours suivants. Alors, au cœur de cette structure, vous voyez l'enseignant principal. Donc, l'enseignant principal peut être quelqu'un qui provient d'un des 3 cégeps. Et donc, cette personne est vraiment l'enseignant qui va diriger vraiment tout ce qui est le développement du contenu pédagogique. Alors, il va travailler avec le technopédagogue, il va travailler aussi avec l'intégrateur qui est notre concepteur aussi multimédia. Et évidemment, il va aussi travailler avec les enseignants régionaux qui vont contribuer au contenu du cours. Donc, l'enseignant principal, c'est lui aussi qui va assurer toute la formation théorique et il va devoir évidemment adapter ou avoir l'ouverture de recevoir les commentaires des enseignants régionaux pour adapter son contenu de cours. Et l'enseignant principal va aussi assumer le rôle de l'enseignant régional. Je vous démêle tout ça. L'enseignant régional, en fait, c'est que vous avez vu sur notre carte géographique, on est 3 cégeps. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a des entreprises participantes qui sont sur le territoire. Et donc, l'enseignant régional, lui, va pouvoir, lors de ses prestations, quand il va donner ses cours, rejoindre tous les étudiants en même temps. Mais comme il y a des cours asynchrones, il y a des enseignants régionaux qui peuvent intervenir directement dans les entreprises pour apporter du soutien aux apprenants. Donc, la proximité géographique ici avait une certaine importance, mais pour en revenir plus au développement du cours, les enseignants régionaux, donc dès le départ avec l'enseignant principal, vont partager, vont donner leurs commentaires. L'enseignant principal va transmettre ses contenus de cours, ce qu'il prévoit utiliser, que ce soit dans les notes ou que ce soit des activités d'apprentissage, que ce soit du matériel d'évaluation. Et les enseignants régionaux vont pouvoir aussi donc donner leur opinion. J'ai un exemple bien précis en tête. Présentement, on est en train de donner le cours de dessin assisté par ordinateur.
Et donc, on a une enseignante qui connaît très bien le logiciel de dessin qui arrivait donc dans le cadre du projet M. Et nous, on avait, donc c'est quelqu'un qui vient du nom de Victoriaville. Et notre enseignant régional, donc l'enseignant de la Pocatière, qui lui a beaucoup d'expérience pratique, pouvait bonifier son contenu en lui disant écoute, dans ce domaine-là, ça serait intéressant que tes exercices ou tes activités soient plus orientées sur tel type de dessin. Donc, ça permettait vraiment de bonifier le matériel pédagogique. Donc, pour l'enseignant régional, évidemment, il va contribuer en partageant lui aussi son expertise. Et il va avoir un rôle aussi de supervision des activités pratiques qui vont se tenir en entreprise. Donc, c'est lui aussi qui va prendre des initiatives pour prendre des rendez-vous aux besoins avec les apprenants ou avec les coachs, parce que vous voyez aussi qu'il y a une fonction de coach. Je vais y arriver. Donc, tout au long du processus, l'enseignant régional participe quand même assez activement aussi à la prestation des cours. Le technopédagogue, donc depuis le début du projet, on a 2 technopédagogues qui se partagent les différentes charges de cours. Donc, ce sont des gens qui vont intervenir dès le début dans le processus avec l'enseignant principal. Ils vont pouvoir faire un peu, observer en fait le contenu, déterminer est-ce que la répartition des contenus selon le mode de transmission synchrone ou asynchrone, est-ce que les séquences sont bonnes, est-ce qu'on pourrait varier pour tel contenu en introduisant tel ou tel outil pédagogique. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir apporter avec son expertise du soutien autant à l'enseignant principal, parce qu'il faut comprendre que dans cette structure, l'enseignant principal, quand même, reste toujours la personne qui est porteur du cours. Ensuite, on a, comme vous voyez dans la structure, l'intégrateur multimédia. Donc, cette personne va vraiment en collaboration avec l'enseignant principal, les enseignants régionaux et le technopédagogue venir assurer le développement du cours sur la plateforme Moodle. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure du contenu qui a été développé sur Moodle. Donc, il va évidemment s'assurer que les demandes de l'enseignant principal sont bien intégrées dans la plateforme. Et comme vous voyez, il y a un dernier petit lien. Si vous allez vers la droite, on voit vérification linguistique, la Pocatière. On a prévu aussi qu'il y a une révision linguistique qui est faite pour tous les cours. Donc, une fois que le cours il est monté, qu'il est déposé, qu'il est bien construit, on a quelqu'un qui en fait la vérification linguistique et à ce moment-là, donc l'intégrateur intervient avec le réviseur pour faire les dernières corrections. Vous avez aussi la petite bulle du coach des entreprises. Donc, quand les entreprises ont été recrutées au départ, les entreprises devaient identifier un coach qui allait en fait accompagner les apprenants. Donc, le coach a un rôle bien spécifique aussi. Lui, il doit s'assurer que l'employé, l'apprenant est libéré, que l'apprenant ait l'espace nécessaire, qu'il ait aussi le matériel, les équipements requis s'il y a des activités donc pratiques à tenir en entreprise. Donc, il va soutenir le projet dans les besoins logistiques et il va pouvoir évidemment apporter ses conseils et son soutien. Donc, il y a des suivis réguliers qui sont faits aussi en entreprise, donc entre l'apprenant et le coach. Donc, généralement, quand l'enseignant régional se déplace en entreprise, il va rencontrer les apprenants, mais il va aussi rencontrer les coachs qui supervisent. Parce qu'il faut comprendre que dans certaines entreprises, parfois, il y a un apprenant, un coach, mais on a des entreprises qui ont plus qu'un apprenant. Donc, ces personnes pourraient se partager le même coach. Alors, voilà pour l'ensemble de la structure. Est-ce que, Christian, j'oublie quelque chose? Est-ce que ça... Il y a bien un point important à dire aussi, c'est qu'au niveau du recrutement des enseignants, on a vraiment voulu que les 3 cégeps aient des partages d'expertise. Donc, lorsqu'on ouvre un poste pour un cours,
les enseignants de la Pocatière peuvent postuler sur le cours, mais autant les enseignants de l'ANSSI que les enseignants de Victoriaville. Donc, ce qui fait que vraiment l'enseignant principal peut être aussi bien la Pocatière que l'ANSSI que Victoriaville, et réciproquement, il peut y avoir aussi des enseignants régionaux qui vont venir en complément. Et ça fait vraiment une belle synergie, on voit au niveau partage d'expertise, vision de l'approche pédagogique, le partage des approches numériques, vraiment, c'est une belle concertation entre les enseignants. Un autre élément peut-être aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que si l'enseignant principal, par exemple, est de la Pocatière, il va aussi jouer le rôle de l'enseignant régional pour les entreprises, donc de notre secteur. Parfait. Alors maintenant, les plateformes pédagogiques. Donc, vous voyez ici les plateformes qu'on utilise dans le cadre de la formation. Donc, évidemment, les apprenants ont eu dès le départ un peu d'encadrement pour utiliser tout ça, mais donc la classe virtuelle VIA et la plateforme utilisée pour tout ce qui est les cours à distance, mais synchrones. Donc, si vous connaissez Zoom parce que vous y êtes, c'est un peu l'équivalent. Peut-être que vous connaissez VIA aussi. Il faut comprendre, par contre, que ça a été vraiment un espace spécifique qui a été créé pour le projet M parce que, par exemple, le Cégep de la Pocatière a sa propre classe virtuelle avec VIA, mais là, on a vraiment créé un espace spécifique pour le projet M qui a sa propre facture visuelle, en fait. Ensuite, Colnet ne sont pas mis dans l'ordre d'importance, ni dans un ordre alphabétique, mais sont seulement présentés pour montrer toutes les plateformes que l'étudiant doit apprendre. Mais donc, Colnet, c'est notre portail institutionnel ici au Cégep de la Pocatière, donc pour la gestion de la formation. Alors, évidemment, c'est ce qui a été utilisé pour les étudiants, donc quand vient le temps de transmettre les notes de cours, la messagerie principale avec les enseignants, tout ce qui est le partage aussi de nos documents institutionnels. Ensuite, Moodle, donc, qui est notre espace numérique d'apprentissage qui a été utilisé. Donc, c'est notre plateforme pédagogique pour tout ce qui est les cours en ligne. Donc, quand il y a des cours asynchrones, il y a vraiment un partage, ça peut varier d'un cours à l'autre, là, mais parfois, c'est peut-être un tiers, deux tiers ou moitié-moitié, ça peut varier. Donc, quand il y a des cours asynchrones, à ce moment-là, l'apprenant doit aller sur la plateforme Moodle, prendre connaissance de son contenu. Ensuite, Christian l'a mentionné au début de l'atelier, on a aussi utilisé Accepto au tout début. En fait, quand nos participants, quand on a lancé la formation, entre le temps où les gens se sont inscrits et le départ de la formation, tous les apprenants avaient accès à Accepto, qui est en fait un portail qui permet de faire de l'évaluation en ligne par les apprenants, ce qui leur permet de voir est-ce que entre les besoins de la formation qui va suivre, donc dans ce cas-ci, l'AEC en productivité en génie industriel, et donc les tests qu'ils pouvaient faire, parce qu'Accepto, on s'entend que c'est des tests mathématiques, français, il y avait aussi sur l'utilisation des logiciels. Donc, c'est vraiment un peu comme une littératie de base pour savoir est-ce que j'ai les compétences requises ou les compétences, le seuil requis pour le départ de la formation. Donc, les gens pouvaient s'auto-évaluer et en plus, ils avaient accès à des contenus de cours qui leur permettent justement d'aller chercher un peu plus d'informations pour mieux se préparer à la suite de la formation. Et on mentionne quand même Office 365 parce que tous les étudiants en étant inscrits au Cégep de la Pocatière ont accès donc à la suite Office 365, ce qui permet aussi d'intégrer dans le cadre des cours aux besoins différentes applications de la suite pour du travail collaboratif, mais c'est ce qui permet aussi aux étudiants d'avoir accès à toutes leurs applications, que ce soit pour les travaux, que ce soit formatif ou sommatif, et donc différents espaces, au-delà du traitement de texte, il pourrait avoir l'utilisation de SharePoint ou de Teams ou d'autres applications qui sont prévues dans la suite d'Office 365. Ça m'amène aussi à vous dire que il y a certaines entreprises qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas le matériel requis pour les apprenants.
certaines entreprises étaient mieux équipées que d'autres. Donc, parfois, on avait de l'espace, puis on avait la disponibilité d'un ordinateur, d'un deuxième écran, d'un casque d'écoute, caméra et tout. Il y a des entreprises où on n'avait pas ça. Donc, on avait aussi prévu de transmettre ou de prêter de l'équipement à certaines entreprises, donc en fonction de notre secteur. Donc, ici, à la Pocatière, on a prêté dans une entreprise de l'équipement, mais je sais qu'à UNSIC et Victoriaville, ça a été la même chose aussi dans certaines entreprises. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que les gens peuvent avoir quand même un soutien de nos services informatiques respectifs aux besoins pour avoir l'utilisation, justement, avoir accès aux différentes applications, aux différents logiciels qui sont utilisés dans le cadre de la formation. Alors, voilà pour les plateformes. On peut vous donner juste un petit aperçu. Vous avez ici la page d'accueil de la plateforme Moodle. Alors, normalement, si je clique ici, vous devriez avoir accès donc à la page d'accueil. Martin, tu me diras si vous voyez encore bien l'écran partagé. Oui, je vais te tenir au courant. Parfait, merci. Donc, là, on voit que c'est Christian qui est connecté. Alors, Christian, en bon étudiant, si on navigue rapidement sur l'espace Moodle, donc les étudiants qui accèdent, donc dès le départ… Julie? Oui? On n'a pas rien. Est-ce que tu avais cliqué sur le lien? Oui, en fait, j'ai cliqué, mais le fait de cliquer, je pense que ça n'a pas suivi. Fait que je vais refaire mon partage et là, vous allez pouvoir le voir. Excellent. Tu me tiens au courant pour la suite. Oui. Non, là, je n'ai pas partagé la bonne page. Je reviens. Il est possible de sélectionner une autre page? Oui, oui, c'est bon, je l'ai. C'est juste parce que ça se ressemblait comme image. Non, ça, c'est la présentation et ça, c'est la page. Voilà. Alors, je reviens. Je vous disais tout à l'heure que là, on est connecté. On est dans l'espace Moodle qui a été créé spécifiquement. Il y a vraiment comme un visuel spécifique au projet M. Donc, l'étudiant qui entre dans la plateforme va avoir dès le départ notre intégrateur avec l'enseignant principal avait prévu justement une petite vidéo pour souhaiter la bienvenue aux étudiants qui étaient inscrits dans le programme. Et là, vous voyez jusqu'à maintenant les cours qui sont disponibles. Donc, nous sommes rendus au 5e cours de dessin assisté par ordinateur. Alors, sans aller peut-être dans tout le détail, je peux quand même vous montrer si on prend le cours d'analyse de la fonction de travail. Donc, ça peut ressembler, s'il y en a parmi vous qui utilisent des plateformes Moodle, évidemment, on reste dans un environnement Moodle. Alors, on a ici les différents blocs qui ont été développés. Vous voyez qu'il y a des liens qui vont directement à la classe VIA. Donc, ça, c'est une option qui est intéressante pour l'apprenant parce que on sait que quand on commence une formation puis qu'on a beaucoup de plateformes à utiliser, parfois les noms d'utilisateurs, les mots de passe, donc ça facilitait quand même l'accès entre les deux plateformes. Ensuite, bon, on voit les différents blocs. Si on clique, par exemple, ici sur la production, bloc 3, donc ça, c'est un outil SCORM qui nous amène ailleurs. Je vais aller ici dans Entrée. Donc, dépendant des blocs, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des exercices, des documents qui vont être développés. Donc, en attente, j'espère que l'attente ne sera pas trop longue. On devrait finir par y arriver. Je vais agrandir un petit peu. Alors, il y a comme des modules ici que l'étudiant peut faire qui lui permet… Ah, ça ne fonctionne pas? Non, on ne voit pas la présentation. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que je change d'écran… oui. C'est désagréable, mais on va prendre le temps de le faire. Parfait. Alors, voilà. Donc, voyez-vous, ici, on voit la production bloc 3. On est toujours dans le cadre du cours d'analyse de la fonction de travail. Et là, à gauche, bien, vous avez les différents, un peu comme on aurait une table des matières avec les différents modules.
Et donc, c'est agrémenté d'activités. Vous voyez même ici, l'étudiant peut savoir cette partie comporte, par exemple, ici, cette vidéo, des documents à consulter. Il connaît la durée. Alors ici, on a une petite vidéo que l'étudiant peut visualiser. Donc, dépendant des cours, dépendant des blocs intégrés, l'étudiant aura accès donc à différents contenus. Donc, ça, c'était pour la partie Moodle. Je peux juste vous montrer rapidement. Je vais revenir à notre présentation sans y aller. Mais ça, c'était donc la page d'accueil de Moodle. Mais si je vais donc à la page suivante, donc ici, on a la page d'accueil de la plateforme VIA. Donc, vous voyez qu'on a quand même le même... la même signature. En fait, on a une image qui est similaire. Moi, parfois, je dois faire attention. J'ai du mal à reconnaître est-ce que je rentre dans Moodle ou est-ce que je rentre dans VIA. Mais donc ici, c'est la page d'accueil que l'apprenant peut utiliser pour accéder directement à son cours qui va se donner en mode synchrone, mais il pourrait y accéder aussi à partir de Moodle. Donc, voilà pour ce qui est de l'utilisation de la classe virtuelle. Ah, non, je vais revenir plutôt à ma présentation. Est-ce qu'on est dans le temps, Christian? Oui. Je te vois regarder ta montre. Alors, ici, on repart. On va aller à la diapositive suivante. Je suis bloquée à celle-ci. Je vous reviens. Ça ne sera pas bien long. On va l'avancer. Ta souris ne fonctionne pas comme la mienne, Christian. C'est normal. Alors, on était rendu ici au point fort du projet. Non, je vais le reprendre à partir d'ici. Voilà. Donc, je vous repasse ça en partage d'écran. Christian, oui, non, là, je cherche Zoom. Voilà, parfait. Donc, on est ici. Et voilà, on va y arriver. C'est un peu lent. Là, présentement, on voit votre diaporama dans son intégralité. J'essaie de le partir à partir de la diapositive actuelle, mais alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement... J'ai vraiment un petit bug là. Ouais. Si tu appuies sur F5. Alors, je vais juste revenir ici à ma présentation. Oui, carrément. Et là, je vais ah non, je ne peux pas le partir d'ici. Tantôt, c'est ça qui fonctionne. Au pire, on ira sans la présentation. Ce n'est pas si essentiel de vous présenter notre petite diapositive. C'est bon, Non, on prend le temps, Julie. C'est juste que c'est normal que tu sois désarçonné un petit peu quand on change d'environnement. Oui, c'est juste que normalement, il devrait fonctionner. Mais... En bas, si tu cliques sur l'icône, ça ne fonctionnerait pas? Non, il est vraiment... Il est gelé? Oui, bon, c'est pas plus grave que ça. Juste, je vais vous les citer de toute façon. Non, c'est parce qu'il n'est pas partagé, là, Christian. C'est juste nous qui le voyons. Là, vous nous voyez? C'est oui. Ça qui est important. On est plus important que le fichier de présentation. Ouais, après, c'est plus pour parler des points forts du projet. Et... Ah, il y a le témoignage, il faut le voir aussi. Ah oui, ça, il faut... Ben, je peux le faire autrement. J'irai à l'extérieur de la présentation, c'est pas grave. Donc, juste vous parler quand même des points forts du projet parce qu'on est quand même suffisamment avancé maintenant pour voir les éléments qui sont vraiment marquants. C'est sûr que c'est vraiment la réponse aux besoins de qualification des employés des entreprises parce qu'on constate que le fait quand même que cette formation-là se donne en entreprise, ça permet à des gens d'accéder à une formation
qu'il n'y aurait pas eu accès autrement. Donc, ça aide aussi les entreprises qui ont vraiment des difficultés de recrutement au niveau là, vraiment de la main-d'œuvre. Ensuite, les points forts, mais c'est vraiment l'approche de la formation qui est quand même une approche très novatrice parce qu'on sort vraiment l'enseignement de la salle de classe d'une certaine manière. Oui, il y a quand même des cours qui se donnent avec des exposés magistraux, par exemple, mais il reste que c'est les murs de la classe qui sont vraiment abaissés. Et Christian a mentionné au début de la présentation l'approche duale, donc vous pouvez aller vous documenter aussi sur l'approche duale qui était une approche au départ qui nous provient des pays germanophones, mais qui permettait vraiment à des apprentis de faire toute la partie pratique de la formation dans l'entreprise. Alors, nous, on dit que c'est une approche duale adaptée parce que non seulement les activités pratiques sont en entreprise, mais également tout ce qui est la partie théorique. Je vous dirais l'autre point fort, puis à mes yeux, à moi, c'est le plus important. Ah, mais tu pourrais peut-être partager comme ça, Christian. Ah, c'est ce que tu fais. Est-ce que, Martin, peux-tu me dire si vous voyez la diapositive? Oui, on voit très bien. On voit, dans le fond, le diaporama là, en mode conception. Parfait. Et la principale, elle est là, puis on voit venir les autres. Parfait. Donc, moi, j'étais rendue au point 3, là, collaboration, synergie entre les cégeps. En fait, moi, comme conseillère pédagogique, l'expérience que j'ai du projet jusqu'à maintenant, parce que je n'étais pas vraiment à l'avant-projet, mais au stade actuel où on est rendu, je vous dirais que c'est vraiment un point fort du projet parce que cette collaboration-là, elle est vraiment essentielle au succès du projet. Si on n'avait pas vraiment la synergie qu'on a en ce moment entre les différents partenaires du projet, que ce soit autant les directions des formations continues que les conseillers pédagogiques, que les partages avec les enseignants, technopédagogues, notre intégrateur et tout ça, je pense que ce serait difficile de faire avancer cette grosse machine. Je vous dirais que la collaboration, c'est vraiment une condition essentielle parce que c'est tout dans le soutien qu'il peut y avoir entre les différentes personnes. C'est le partage d'une vision commune aussi. Il faut vraiment comprendre, avoir une compréhension commune et d'aller tous dans le même sens. Il faut qu'il y ait aussi des consensus. Il faut qu'il y ait un consensus sur les approches qu'on utilise. Il faut qu'il y ait un consensus sur les documents qu'on partage. Donc, ça nécessite quand même beaucoup de suivi. Souvent, quand on écrit à une personne, on doit forcément s'assurer de mettre d'autres personnes en copie pour que tout le monde puisse suivre l'avancement de certaines situations. Il faut que tout le monde soit très enthousiaste par rapport au projet aussi. Il faut y croire. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important. Et finalement, bien, il faut avoir à cœur assurément la réussite de nos apprenants. Un petit mot peut-être sur cette réussite. On arrive au point aussi là, du soutien aux apprenants. Il reste que je pense que c'est un point fort du projet parce que l'apprenant a vraiment la possibilité de se référer à plusieurs personnes. Il y a son coach en entreprise qui peut l'aider en cas de besoin. Il y a son enseignant régional qui a quand même une certaine proximité physique. Et il y a toujours, évidemment, l'enseignant principal aussi qui peut utiliser différents moyens de communication avec ses étudiants. À la rigueur, il y a le conseiller pédagogique en cas de besoin, mais c'est une structure qui permet vraiment à l'apprenant d'aller facilement chercher du soutien. Donc, on peut espérer qu'on aura quand même un taux de réussite intéressant. Mais ça m'amène à vous dire qu'il nous est arrivé quand même des situations un peu qu'on n'avait pas forcément prévues. Mais par exemple, au tout début du projet, on a eu un apprenant dans une entreprise qui a fait une demande de reconnaissance des acquis. Et là, bien, rapidement, on s'est dit, bien, c'est peut-être pas la place pour faire de la reconnaissance des acquis, étant donné que
le principe de base du projet était de former des gens qui n'avaient pas de qualification. Ensuite, on a vu une personne perdre son emploi. Donc, cette personne aurait aimé rester dans le projet, mais évidemment, étant donné que le lien d'emploi n'existait plus, ce n'était pas possible pour la personne de suivre la formation. Donc, c'est des situations aussi qui peuvent survenir, qui vont avoir quand même un impact là, sur la rétention des gens dans le programme ou en tout cas pour la poursuite de leurs études. Alors, ce que je vous propose maintenant, oups, Christian, tu n'as pas fermé ton Outlook. Ce que je vous propose maintenant, je vais arrêter le partage. On avait un petit témoignage que j'ai fait avec une entreprise de notre secteur et je vais essayer de vous le partager. Pour que vous puissiez donc entendre quand même des commentaires assez spontanés. Donc ici, je vais vous partager ça, puis je vais vous le partir par la suite. Puis Martin, je me fie sur toi pour me dire que ça fonctionne bien. C'est beau, je suis là. Parfait. Alors, ça dure peut-être un petit peu moins, ouais, c'est ça, peut-être un peu moins que 4 minutes. Là, je vous laisse écouter. Et voir. Ouais. C'est beau ici, Julie, c'est correct. Je vais remonter le volume. Il faut surtout partager le son. Et on le fait comment, le partage du son? Il faut cliquer dans le bas quand on fait partage d'écran, il y a 2 petites coches dans le bas pour activer le son de l'ordinateur. En fait, faire une petite pause, là, puis je le repartirai. Donc, Julie, il faut juste que tu recommences ton partage. Arrête ton partage. Tu vas voir dans le bas de ton écran, ça va être indiqué de partager le son. Oui. Lors de ton partage, il faut juste que tu coches ça. Ah, c'est formidable! C'est des petites subtilités. Voilà. Je vais le reculer, peut-être. Et c'est parti. Je me suis adapté à la formation. Oui. J'ai eu des plages horaires qui ont été libérées pour pouvoir travailler sur le travail. Et en même temps, je me suis adapté mon bureau à la maison pour être capable de continuer à travailler par les soirs. Les avantages, je peux continuer à travailler tout en suivant ma formation. Ça me permet de garder mon salaire sans être coupé et de répondre aux problèmes de production tout en étant en formation. Je fais les deux simultanément. Ça demande une bonne gestion du temps. Là-dessus, effectivement, ce qu'on avait mis en place lorsque Michael a commencé à faire la formation, on avait un souci de, normalement, sa semaine de travail est à 40 heures. Puis là, étant donné qu'il y avait 2 jours qui étaient consacrés à la formation, il fallait trouver qui prendrait le relais lorsqu'il était en formation. Et chez Technion, on a procédé à l'embauche d'un stagiaire pendant la période estivale que Michael a formé et que lui a pu prendre les tâches que Michael avait à faire en programmation. Ça a permis à Michael de vraiment se libérer et pouvoir se dédier à sa formation. Fait que, un des avantages pour lui, pendant qu'il suivait la formation et pour nous, c'est qu'il n'avait pas à se déplacer à l'extérieur. C'était plus facile pour lui, c'était facilitant de la suivre directement sur les lieux de son travail. Comme il disait, il demeurait disponible. Puis, c'est peut-être le désavantage aussi, là, lorsqu'il est disponible, il ne faut pas qu'il soit dérangé. Fait que le fait d'avoir mis un stagiaire, ça a facilité ça. Puis, lorsqu'il y avait des formations aussi, des fois, on a comme des locaux qui sont disponibles, fermés, où Michael pouvait s'isoler plus facilement, puis suivre ses formations sans être dérangé par le téléphone. Un collègue qui vient puis qui voit qu'il est à son poste, puis qu'il veut l'utiliser parce qu'il a besoin d'aide. J'imagine qu'il peut peut-être quand même arriver des moments où ça coince un peu ou... Peut-être qu'à la date, on était chanceux. Je pense que pour lui, le principal enjeu, c'était pas de concilier le travail et les études autant que la charge de travail que ça implique à la maison le soir, d'avoir la discipline de faire les travaux et tout ça, parce que cette partie-là, là, il ne les fait pas sur ses heures de travail. La partie devoirs, si on peut appeler ça comme ça, là, les devoirs sont faits à la maison. Ça, ça demande une rigueur, puis Pierre, à la date, là, est capable de suivre le rythme. Là,
avec cette formule de formation-là, est-ce que la motivation reste quand même au rendez-vous? Non, ça va très bien. Surtout que j'ai des collègues autour de moi qui m'encouragent et qui m'aident beaucoup. C'est vraiment très motivant. Jérôme, est-ce qu'il y a des défis particuliers pour l'entreprise d'accepter une formule comme ça pour un employé ou des employés? Je ne dirais pas un défi, je pense que ça répond à un défi. Dans les faits, la rétention et l'attraction de main-d'œuvre, c'est un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui. Donc, d'avoir quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise, qui suit une formation pour poursuivre son développement et continuer à se développer dans l'entreprise, ça répond à un besoin. Donc, si c'était à refaire, si on vous offrait à nouveau de former un nouvel employé dans une structure comme celle-là, c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Oui, assurément. Assurément, on se considère chanceux d'avoir pu être sélectionné pour faire partie du groupe du projet pilote. On a envoyé 2 personnes, une de Montmagny, une de Lévis. On a été chanceux de pouvoir avoir 2 places. Puis je suis convaincu que si ça se représente, il va y avoir un intérêt du côté de chez Technion à réinscrire des personnes. Donc voilà, on voulait dynamiser un petit peu notre présentation et on s'est dit que ce serait intéressant si on avait un petit témoignage. Donc, ça a été fait de façon très spontanée, mais j'étais quand même contente d'entendre les réponses à mes questions, là, de voir quand même que jusqu'à maintenant, pour l'apprenant et pour l'entreprise, donc on avait trouvé un rythme de fonctionnement puis un bon rythme de croisière. Alors voilà pour le témoignage. Je laisse Christian poursuivre avec les défis et les enjeux donc, qui sont ici. Même le témoignage vous donne un peu plus notion des défis. C'était, je prends en premier, vous avez vu au niveau historique, c'était la mise en place de ce projet. Lorsqu'il y a eu l'appel de la part de la CPMT avec la Fédération des cégeps, on avait postulé avec les 3 partenaires de Annecy, la Victoriaville et la Pocatière. Entre-temps, les directeurs des formations continues à Annecy, Victoriaville ont changé. Les conseillers pédagogiques de Annecy, Victoriaville ont changé. La conseillère de la Pocatière est tombée en maladie de longue durée. Donc, il a eu un beau défi aussi de, à chaque fois, tenir le fort et tenir, je dirais, cette synergie qui avait été initialement créée par les personnes qui avaient pensé à déposer ce projet. L'autre défi, ça a été la promotion et le recrutement, parce que les cégeps, comme on était, je dirais, un petit peu plus innovateurs là-dedans, les entreprises ont d'abord été un peu dures d'oreille à intégrer ce projet, parce que libérer un employé pour qu'il puisse se faire former devient maintenant un vrai défi, étant donné que l'entreprise, elle, pense plutôt au contrat qu'elle doit livrer demain ou après-demain, que d'apporter des compétences, certes, qui vont lui permettre d'améliorer sa productivité, mais qui vont la pénaliser durant le temps de formation. On a eu des cas où l'entreprise permettait à ses employés de faire la formation, mais qu'elle demandait de rentrer le samedi et le dimanche pour rattraper le temps perdu. Donc, il a fallu faire des ajustements entre les entreprises de façon à ce qu'on s'assure que l'employé puisse, d'une façon, je dirais, décente, faire sa formation, assurer son travail en entreprise et bien sûr avoir comme une vie sociale et familiale. Le 3e défi, c'était la communication entre les enseignants, entre les conseillers pédagogiques, et de façon à pouvoir planifier tout ce projet, de façon à mettre en place toute la structure que vous a présentée Julie, avec des ajustements. Au départ, c'est sûr qu'on n'avait peut-être pas ces structures qui fonctionnaient d'une façon aussi parfaite. Et donc, il a fallu avoir des discussions, des communications. Il a fallu aussi rendre des comptes avec notre coordinateur de projet qui est MEC, importateur du Québec. Et on a eu des réunions, je dirais, au début, presque toutes les 3 semaines, tous les mois, voire même on a tenu des réunions centrales en présence à Victoriaville. Même si on est à l'époque de la formation à distance du numérique, il y a quand même le facteur humain, le contexte humain, la spontanéité de travailler ensemble et de se connaître un peu plus que sur l'aspect seulement professionnel et d'un projet qui a aidé donc à créer cette synergie. Et maintenant, je vois les 3 conseillères
c'est 2 conseillères et un conseiller, pardon, parce que Victo, c'est un conseiller. Il y a une synergie qui est extraordinaire. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est particulier du fait d'avoir mis en place ce projet. L'autre chose qui a été difficile aussi, ça a été la compréhension du projet au niveau à l'interne puis à l'externe. Lorsqu'on parlait d'un projet projet pilote, les gens nous regardaient souvent comme si on était des petits martiens. Lorsqu'il a fallu parler de mode hybride, la Pocatière, nous on était habitués à faire le mode hybride, je vous le disais, depuis 2006-2008. Et Annecy et Victoriaville ont dû donc faire des approches avec leurs enseignants. On a dû leur expliquer ce que c'était que le fameux mode hybride, clarifier certaines appréhensions au niveau des évaluations et de façon à avoir l'adhésion complète et totale des départements, par exemple le département du industriel de Annecy et celui de Victo. Donc tout ça, ça a fait donc, je pense, des bonnes discussions, des bonnes réflexions et je pense qu'on arrive maintenant à un projet qui est mûr et qui pourrait donc être dirigé vers d'autres secteurs de formation avec d'autres partenaires. Et c'est ce qu'on pense après, là c'est la diapo qu'on veut vous montrer, donc c'est l'avenir du projet. Ce qu'on viserait, donc, c'est pouvoir renouveler le projet avec d'autres entreprises, élargir ce projet qui est vraiment, je pense, transversal avec tout un tas d'entreprises manufacturières, que ce soit le domaine métallurgique, le domaine du bois, de la foresterie, le domaine de l'alimentaire, et donner que c'est une formation en productivité en génie industriel. Et les compétences dans ce domaine-là sont essentielles et sont nécessaires à toutes sortes de secteurs d'entreprise. Sachant que ce projet apporte une formation qui est, je dirais, théoriquement avec des compétences transverses, mais en même temps, les activités pratiques se font sur les chaînes de montage et ils sont adaptés au contexte de chaque secteur. Étant ce projet, on a eu une réunion la semaine dernière à Montréal sur ce concept. Donc, la discussion est là maintenant, voir si on peut l'étendre avec d'autres partenaires et d'autres formations. Est-ce qu'on a fait le tour, Julie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a… Oui. Il y a tout un tas de choses qu'on pourrait vous dire, c'est certain, mais moi, je dois leur tourner. Il faut que j'aille rencontrer donc, le comité de la réussite à 16 h. Est-ce qu'il y a des questions maintenant auxquelles je devrais répondre, ou je pourrais répondre, ou je laisse Julie faire les questions? C'est pas que je me… De la façon dont on va procéder, Christian, déjà, on a pris en note quelques questions pendant que vous faisiez votre présentation. Ce qu'il faudra faire tout simplement, c'est soit de lever la main ou de poser vos questions dans le clavardage. Pour une première question en provenance de Mme Caroline Véraud, quand vous avez commencé à parler un peu de l'organisation puis de la structuration entre chacun des cégeps, elle posait la question de savoir de quelle façon choisissez-vous alors la priorité. Si Mme Véraud veut prendre la parole pour préciser sa pensée, je l'inviterai à le faire. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. En fait, c'est qu'au cégep où je travaille, on a vécu une situation pas similaire, une situation où on était sur 2 campus en même temps. Et là, c'était juste dans la même organisation, mais 2 campus différents. C'était compliqué à savoir à qui on donnait la priorité. On a décidé d'y aller un peu de façon équitable, chacun à leur tour. Donc, un cours d'un côté, un cours d'un autre côté pour que tout le monde soit satisfait. Là, vous me parlez de 3 cégeps différents. Donc, là, il y a les listes de priorités dans chaque cégep. Comment vous fonctionnez pour satisfaire tout le monde à ce niveau-là? Bon, comme on l'a dit, donc, dès le départ, on s'est entendu que ce soit un cégep qui soit porteur du projet. Et comme c'est la Pocatière qui détenait toujours cette fameuse AEC en productivité industrielle, donc c'est la Pocatière qui a été porteur du projet. Comme tout projet d'AEC, donc c'est la Pocatière qui recrute les enseignants, qui gère donc les enseignants, qui applique les normes de contrôle qualité au niveau de la formation et de la gestion des étudiants. Mais lorsqu'on va donc ouvrir un cours, il y a une concertation entre les enseignants de la Pocatière qui sont susceptibles de postuler et les enseignants de Annecy et de Victoriaville qui seraient intéressés à postuler. Je prends l'exemple du dessin assisté par ordinateur. C'est certain qu'on avait un enseignant qui était légitimement en priorité pour postuler sur le cours d'après la liste d'ancienneté qu'on a dans tous les cégeps. Mais on a discuté avec lui, une concertation. Je crois que le mot idéal, c'est concertation. Concertation du fait qu'on travaille sur un projet pilote et qu'on veut vraiment travailler à 3 avec des compétences qui sont peut-être diversifiées, mais qui sont complémentaires.
Puis, par exemple, pour le technopédagogue, on a un technopédagogue qui collabore. Il y a une personne qui vient d'Annecy, une personne qui vient de Victoriaville. Donc, on s'est donné comme le mode de fonctionnement à un moment donné de se dire, bien, si l'enseignant principal est de Victoriaville, on va travailler avec le technopédagogue de ce cégep-là et vice-versa avec Annecy. Donc, il y a un affichage qui a été fait et donc les enseignants ont eu la chance de postuler. Donc oui, on peut y aller avec la liste d'ancienneté, mais il y a quand même eu un partage aussi qui s'est fait entre les différentes charges de cours. Si on n'a fait que la liste d'ancienneté uniquement, c'est certain que tous les enseignants ont été uniquement de la Pocatière et ce n'est pas ça qu'on voulait. Donc on a approché nos enseignants, on leur a expliqué le projet, on leur a expliqué qu'on voulait vraiment avoir un partage d'expertise. Et oui, même lorsque l'enseignant est régional, entre guillemets, ben, la Pocatière peut aussi apporter son expertise avec l'enseignant qui peut être le principal de l'ANSSI ou de Victoriaville. Le mot d'ordre des concertations, je pense. Hein. Merci. Ça répond à votre question? Madame Béraud, est-ce que ça répond à votre question? On voit la réponse. Merci. Bon. Excellent. Donc, deuxième question de Madame Julie Belland. La question est donc, s'il y a 4 cours, il est possible que l'enseignant principal change à chaque cours. Est-ce le cas? Oui, absolument. Absolument. Il faut ça, qu'il y ait vraiment une diversité d'approches pédagogiques et d'expertise de contenu. Oui, ce n'est pas forcément le même enseignant parce que justement, on a eu un cours à un moment donné où il a fallu travailler un petit peu plus fort pour recruter un enseignant et une enseignante donc a dit, ben, je vais voir le contenu du cours, puis elle m'a dit, je n'ai pas ce qu'il faut pour donner ce cours-là. Donc, non, ça varie. Dans le cadre du génie industriel, comme ça, dans la productivité en génie industriel, ça fait appel à des compétences variées. Spécifiques. On a une autre question d'un intervenant qui demande le nombre d'heures pour l'AEC. 735 heures. 735? Oui. On a voulu l'AEC qui ne soit pas trop long, mais c'est l'AEC industriel, en fait, regroupe 3 secteurs. Hein. Productivité, contrôle qualité et gestion de projet. Et sachant que c'est un peu dans l'ordre dans lequel arrivent les techniciens qui commencent en entreprise. On va d'abord travailler dans le secteur de productivité, après contrôle qualité et ensuite gestion de projet. On a voulu cette AEC de 635 heures parce que c'était vraiment la première étape de son travail d'un technicien industriel. Et c'est une AEC qui ne durait pas trop longtemps. Elle va durer donc 1 an et demi de formation. Et ça permettait d'avoir un projet pilote qui était assez réaliste. Pour donner peut-être un petit peu plus d'informations sur le déroulement en termes d'organisation du temps. Donc, comme Christian l'a dit, c'est 735 heures. On a commencé en septembre. La fin est prévue pour… décembre 2020. En fait, il y aura un stage en novembre 2020. Et donc, les journées prévues pour la formation d'entreprise sont quand même précisées. Les cours se tiennent le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le vendredi. Mais le mardi après-midi, ça peut être un cours en ligne comme ça peut être asynchrone. Et là, ça peut varier selon le cours, selon le contenu, l'ordonnancement et selon donc la disponibilité de l'enseignant aussi, mais c'est toujours les mêmes plages qui sont prévues. Parfait. Dans la prochaine question, elle provient de M. Vargas. Combien de cohortes avez-vous eu? Combien de diplômés? Comment s'est déroulée l'évaluation de projet? Puis combien de temps cela a duré? Vous allez plus loin que nous, là. On va mentionner que c'est un projet pilote, on a démarré, donc c'est un titre expérimental, c'est la première cohorte qu'on forme, et on fera un bilan, c'est certain, avec CPNT, avec MEC, avec aussi le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Éducation, de façon à voir qu'est-ce qu'on fait avec ça après. Donc, vous êtes très optimiste de dire combien de cohortes, monsieur. Donc, ça va être pour plus tard. On espère, oui. Ouais. Question de M. François Laflamme. Est-ce que l'entreprise a eu droit de regard sur le choix des étudiants? Oui, c'est l'entreprise qui propose son employé donc étudiant ou apprenant, et c'est en fonction de ses besoins. Donc, ensuite, il y a les tests qu'on a passés avec Accepto, et aussi l'étudiant apprenant avec comme le niveau minimum en mathématiques, physique, français et notion de logiciel. OK. On a une question de M. Jean-François Roulier. Comment sont répartis les coûts et les revenus de tel projet multicollège? Tout va à la Pocatière. Non, c'est une blague. Donc, ce qui fait que, en fonction des dépenses, chaque cégep a ses dépenses qui sont donc remboursées.
suivant donc les barèmes qui sont précisés par le consortium des partenaires marché du travail. Donc, il n'y a pas vraiment de répartition privilégiée. On est un consortium, puis on partage nos frais et nos dépenses. Et c'est un prestataire qui gère toutes les dépenses des autres cégep et qui fait donc les facturations. Après, ACPMT. Pour une question de Julie Bella, combien de personnes dans la cohorte présentement pour le projet pilote? On a commencé à 18, là on est à 15, je crois ça. Oui, parce qu'on a perdu donc en fait une personne au départ, justement pour une situation de RAC. On a eu une personne qui a perdu son emploi. On a une personne qui a quitté récemment, manque de temps dans l'entreprise. Donc là, on est effectivement à 15, rendu au 5e cours, et puis donc il reste 7 cours. Mais ce qu'on constate, c'est que ce modèle correspond vraiment à la façon d'apprendre que souhaitent les employés entreprises. Il y a peut-être des ajustements qu'on fera après au niveau peut-être de la cadence, au niveau peut-être de l'approche avec les employés. Et je pense qu'on arrive vraiment à un beau projet pilote. Je vais devoir vous quitter parce que là, autrement, je vais me faire gronder par la commission des. Je vais essayer. Et je vais laisser ça entre les bonnes mains. C'est des questions que vous ne pouvez pas répondre. Julie me fera part, puis je répondrai par courriel. Un grand merci. Merci beaucoup, Christian. Merci de ta disponibilité. Merci, Christian. Alors, donc, je vais essayer, comme Christian l'a dit, je vais essayer de répondre. Il faut comprendre que moi, je suis arrivée dans le projet, vous avez vu, c'est quelque chose qui a commencé en 2015. Moi, je suis arrivée dans le projet en septembre 2019. Donc, évidemment, il peut y avoir des questions là, qui concernent peut-être plus l'avant-projet ou tout ce qui est l'aspect budget, là, auquel ça pourrait être plus difficile peut-être pour moi de répondre, mais aux besoins, donc, on vous répondra plus tard. Excellent. Donc, il y a M. Vargas qui pose la question. Combien d'experts de contenu ont participé à la conception et comment a été réparti le travail sur les cours de l'attestation? Est-ce que tu peux répondre, Julie? Bien, en fait, les experts de contenu, il reste que, si je reviens à la structure qu'on a présentée, donc quand l'enseignant a sa charge de cours, évidemment, c'est lui qui est notre expert principal. Et là, bien, il y a la chance de travailler avec 2 enseignants régionaux qui sont du domaine, qui connaissent le contenu. Donc, ça permet quand même d'avoir 3 personnes qui connaissent donc ce contenu de cours et qui peuvent donc faire en sorte de le bonifier. Par la suite, bien, on a vu qu'on avait le technopédagogue, on avait notre intégrateur. Donc, ça, c'est des personnes qui vont intervenir plus sur l'aspect pédagogique, mais au niveau du contenu, ce sont les enseignants qui ont vraiment développé le matériel pédagogique. On n'a pas fait appel à des consultants ou des gens de l'extérieur. Mais il y a eu un soutien quand même de votre part comme conseiller pédagogique et du technopédagogue. Oui, oui, absolument. C'est juste que là, comme on me parlait d'experts de contenu, moi, je ne suis pas au niveau du génie industriel. C'est difficile pour moi là, d'intervenir sur les spécificités du contenu dans ce domaine-là. Donc, j'inviterai les gens, si vous avez des questions, soit de lever la main ou encore de taper votre question dans le clavardage. Il va nous faire plaisir de répondre. Nous avons encore du temps, suffisamment de temps devant nous pour bien répondre à vos questions. Soyez pas timide. Tenez-vous pas. Est-ce qu'il reste encore bien des personnes, Martin? Présentement, il reste 36 personnes. Tout à l'heure, dans le plus gros, on était aux alentours de 54 personnes. Il y a quand même des commentaires qui ont eu lieu. Ah, il y a M. Vargas qui a une question. Je vous laisse la parole. Si vous voulez activer votre micro, M. Vargas. Pardon, bonjour. Merci pour la présentation. C'est un projet très intéressant. Puis j'ai participé à un projet qui ressemblait un peu à celui-ci, mais qui n'a pas eu autant de succès. On est encore dans la production. Et puis ce que je voulais savoir, c'est s'il y a des défis particuliers par rapport à
cette fidélisation des étudiants dans l'engagement. En fait, c'est plus par rapport à l'engagement des étudiants ou des participants dans ce programme. C'est sûr que si on souhaite que l'apprenant persévère dans son programme, c'est sûr qu'il faut mettre en place des conditions gagnantes. Alors, avec le témoignage que vous avez eu tout à l'heure, moi, je suis un peu tombée sur cette entreprise-là par hasard, mais on voit que c'est une question, c'est une préoccupation que j'avais. D'ailleurs, j'ai demandé à l'apprenant comment ça se passait du côté de la motivation, puis on a vu aussi avec le coach, parce que c'était le coach qui l'accompagnait, que je pense qu'il y a vraiment des conditions favorables qui ont été mises en place dans l'organisation en termes d'espace, en termes de temps, en termes d'équipement qui ont permis vraiment à l'apprenant de continuer. Parce qu'on a eu des périodes, dépendant des entreprises, où c'était un petit peu plus difficile. On sait qu'il y a eu, des fois, quand on parle d'une entreprise manufacturière, Christian a mentionné, on a des entreprises participantes qui sont dans différents domaines. Ça peut être domaine forestier, agricole, textile, l'alimentaire. Puis il peut y avoir des moments où il y a évidemment des moments au niveau de la production où c'est plus exigeant. Puis là, les gens, parfois, il faut comprendre qu'avec la classe virtuelle, l'avantage, c'est que les cours sont enregistrés. Donc, on sait qu'il y a des participants parfois qui disaient, malheureusement, mercredi après-midi, je ne peux pas y aller. Puis il y en a qui se retapaient les cours dans leurs heures personnelles. Donc, c'est sûr qu'il faut que le contenu soit intéressant pour garder nos apprenants, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Les entreprises doivent faire leur part pour mettre des conditions gagnantes. Il faut arriver à motiver par nos contenus de cours et par les prestations de cours à rendre la formation intéressante. Mais je vous dirais que jusqu'à maintenant, c'est assez positif, là. Les raisons pour lesquelles on a eu des abandons, donc, ce n'était pas relié, je vous dirais, je pense, à la qualité des cours ou aux plateformes qu'on a utilisées ou à la structure qu'on s'est donnée. Je pense que ça, c'est des choses qui étaient assez accessibles. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, absolument. Ouais, oui, non, c'est très clair. Oui, non, je comprends. Merci beaucoup. C'est difficile de répondre à la motivation. J'ai vu passer quelques questions, Martin, si tu veux. Oui, je vais me charger de te les présenter. La première est de Mme Beaupré, Claudine Beaupré. Avez-vous des commentaires provenant des enseignants qui ont participé au projet? Oui, parce qu'il y a des enseignants qui sont ici dans nos murs qu'on rencontre. Je sais, je pense entre autres au cours de mathématiques. Il y a un enseignant, il faut comprendre aussi, puis là, je vais peut-être entrecouper une question que j'ai vue de Julie Belland par rapport se questionnait sur payer trois enseignants. Il faut comprendre que l'enseignant, dans le budget, c'est prévu que l'enseignant il a sa charge de cours, mais il est payé au-delà de sa charge de cours. L'enseignant régional a un contrat d'un certain nombre d'heures pour le temps qu'il consacre donc au cours. Évidemment, c'est un nombre d'heures qui est inférieur à la charge de cours, mais l'enseignant principal a aussi dans le programme un nombre d'heures prévu pour le développement de son cours. Alors là, jusqu'à maintenant, on a vu parfois des enseignants qui se servaient ou qui étaient intéressés par le projet M parce que c'était une façon pour eux de donner un cours dans un cadre différent du cadre habituel. Il y en a qui n'avaient pas forcément d'expérience en formation à distance et donc ils étaient intéressés de participer à un projet justement où ils pouvaient eux aussi apprendre à transformer leur contenu de cours pour un cours en classe, en présentiel, et l'adapter pour ce genre d'approche-là. Donc, ça a attiré aussi certains enseignants là, pour ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que j'ai comme fait un grand détour. Oui, dans le fond, tu as répondu, Julie. Je voulais savoir un peu comment vous faisiez l'organisation, la séparation du temps, justement, parce que là, ce que je comprends, c'est que l'enseignant principal a
des heures pour donner son cours. Puis, on a aussi des enseignants régionaux qui ont des heures pour donner du temps en entreprise pour l'enseignement. Donc, pour chacun des cours, il y a ces deux types de temps-là qui sont prévus. Oui, puis là, ça m'est revenu, là, la question concernant les témoignages des enseignants. J'ai parlé du cours de mathématiques, c'est parce que notre prof de mathématiques me disait « J'ai largement débordé les heures qui étaient prévues pour le développement du cours, mais il était quand même intéressé de… À un moment donné, il a arrêté de compter ses heures parce qu'il était quand même… intéressé par le projet, puis il voulait que le résultat final soit donc selon ses standards à lui, mais je pense que c'était une occasion d'apprentissage aussi pour l'enseignant. Il y a une autre question de M. Lemay, à savoir, avez-vous rejoint les participants en laboratoire pratique? En fait, ils sont dans le milieu de travail, si j'ai bien compris, là. Ils font leur formation en milieu de travail. Oui. En fait, c'est que les cours synchrones, normalement, l'apprenant est en entreprise. Il y a des cours asynchrones qui peuvent se faire, évidemment, en entreprise. Puis quand il y a des travaux pratiques, c'est là que le coach intervient. Mais l'enseignant régional peut intervenir à ce moment-là en entreprise sur les travaux pratiques. Mais donc, ça dépend, évidemment, là, des contenus de cours aussi, là, parce que c'est clair que quand on est dans un contexte, par exemple, il y a un cours pour reciter encore le cours de mathématiques, oui, c'est d'arriver à avoir peut-être des exercices ou du contenu qui peut être en lien avec le domaine, mais il reste qu'il y a des choses qui sont des simples mathématiques où là, le fait qu'on soit dans une entreprise ou dans une autre, ça n'avait pas forcément d'impact. Il y a, au-delà des questions, il y a aussi des commentaires. Plusieurs personnes ont beaucoup apprécié la petite vidéo où tu as interagi avec l'apprenant puis son mentor. Il y a un commentaire, mais quasiment une question. C'est Mme Côté qui disait qu'elle imaginait le travail à faire avec les coachs et leur participation en entreprise. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de soutien à faire auprès des entreprises? Honnêtement, pas tellement de la part du conseiller pédagogique. Mais de la part des enseignants régionaux, oui. Parce que les enseignants régionaux, dans leur mandat, doivent quand même aller au-devant, prévoir les visites, planifier des rencontres. Je pense entre autres à une enseignante régionale à un moment donné qui donnait rendez-vous aux étudiants dans la classe virtuelle. À certains moments, qui disait, bon, ben, s'il y en a qui ont des questions particulières, je vais être disponible. Donc, à ce moment-là, elle se pointait dans la classe VIA, puis là, ben, elle pouvait arriver à un moment un étudiant, et évidemment, il pouvait profiter de cette période-là pour lui poser des questions. Parfait. Il y a une question de Mme Saint-Laurent à l'effet de comment déterminez-vous le nombre d'heures de préparation supplémentaires à accorder aux enseignants? Quelle est la proportion? En fait, on est parti au départ avec un certain budget pour se rendre compte que, je pense, les heures de développement étaient plus importantes que ce qu'il y avait estimé au départ. Mais là, si mon souvenir est bon, pour l'enseignant, pour les enseignants, en termes d'heures de préparation, je pense qu'on parle d'une trentaine d'heures. OK. Puis évidemment, il y a un commentaire de M. Loisel, je pense qu'il a participé au déploiement de l'interface, qui dit qu'il y a du temps de développement du matériel didactique et interactif aussi à prendre en considération à l'intérieur de ça. Absolument. Julie, il y a une autre question. Julie Belland, donc 30 heures pour un cours de combien d'heures? Ben, les cours, ce sont des cours de 45 heures ou des cours de 60 heures. Donc, Julie, ce que tu dis, c'est que la proportion de temps là, qui a comme été mis en conception de contenu versus est à peu près du 1 pour 1. Là. Non, ben, en fait, il y a le nombre d'heures de préparation, c'est le même qu'on parle d'un cours de 45 heures, 60 heures ou 75 heures. OK. Puis pour la conception du contenu, y avait-tu aussi du budget pour ça ou?
Ben, en fait, le développement du cours, c'est la conception du contenu, mais il faut comprendre que la plupart des enseignants qui participent au projet N, c'est des enseignants qui ont déjà donné des cours, ce cours-là ou des cours équivalents, là. Donc, ils ne partent pas avec rien, ils partent souvent avec du contenu, mais qui est adapté dans le cadre d'un cours de formation à distance. Puis là, ben, évidemment, là, avec l'intégrateur, il y a une couche en plus là, qui est ajoutée. Il y a des gabarits qui peuvent être proposés pour organiser justement le contenu. Donc, il y a... puis, en plus, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, on est rendu au développement du 6e cours. Il y a des choses qui ont été développées dans d'autres cours qui peuvent aussi être récupérées. On ne part pas toujours forcément du néant. OK, parfait, merci. Il y a M. Loisel qui voudrait intervenir. Je vous donne la parole, M. Loisel. Oui, en fait, bonjour Julie. Hey, juste à dire, comme je mentionnais, plus le temps de développement du matériel didactique et interactif, je parlais du prof, parce que le prof, non seulement doit en fait préparer tout ce qu'il avait préparé que tu as mentionné, mais en plus de ça, travaille sur le matériel interactif et didactique. C'était ça que je voulais dire. Je l'ai mis dans le temps que tu parlais de tout ce que faisait le prof. Merci. Merci André. Merci pour la précision. D'autres questions? Donc, il y a encore une dizaine de minutes à l'horaire, donc ne vous gênez pas, on est là pour répondre à vos interrogations. Je veux remercier Nathalie pour son commentaire que j'ai eu le temps de lire parce que, effectivement, c'est un projet qui est agréable à travailler justement parce qu'il y a une belle concertation, puis il y a une grande collaboration. Donc, c'est très agréable là, on intervient souvent, les 3 conseillers pédagogiques ensemble, on a souvent à se concerter, à se tenir au courant. Puis, c'est vraiment un projet intéressant parce que c'est un fait, comme le disait Christian, avec les besoins en main-d'œuvre, avec les besoins d'avoir justement une main-d'œuvre aussi qui est plus qualifiée. Il faut arriver à trouver des modèles de formation qui répondent vraiment plus davantage à des nouvelles situations. Il faut sortir de nos paradigmes de classe habituels et vraiment imaginer des modes de formation qui sont gagnantes pour l'entreprise, pour la maison d'enseignement, pour l'apprenant. Donc, arriver à trouver des formules vraiment où on peut arriver à former les gens avec réussite. Merci, Julie. Pour terminer, peut-être rappeler, comme l'a fait ma collègue Julie, que on vous propose d'évaluer l'atelier. Pour nous, puis pour les animateurs, c'est très important, donc ça nous permet de nous améliorer, donc amélioration continue. Je vous rappelle aussi qu'il est possible d'aller chercher votre badge participant, la badge événementiel, sur le site de Cadre 21. D'ailleurs, Julie a ajouté le petit lien. Vous savez seulement qu'à aller cliquer. Vous repérez Fadzio dans la page avec, il y a 2 badges. Il y en a un pour les participants et un pour les animateurs. Donc, vous cliquez sur le badge participant, répondez quelques questions et vous aurez probablement votre premier badge à vie en lien avec de la formation en ligne. Julie, tu vas pouvoir aussi le faire en tant qu'animatrice. Donc, tu vas pouvoir aller chercher ton badge. Donc, c'est une belle reconnaissance qui va un peu dans le sens de la formation duale aussi parce que c'est de la formation en continu et c'est de la reconnaissance en continu non créditée. Merci, Martin. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à te remercier. Remercier Christian pour cette belle présentation. Je pense que j'ai travaillé beaucoup pour dire au niveau du comité de mise en œuvre que ce serait très important que vous puissiez présenter, toi et Christian, ce projet-là. Je pense que ça valait vraiment la peine. Et si je lis les commentaires sur le clavardage, donc je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Un gros merci tout le monde. Je vous rappelle que ce soir, il va y avoir un atelier sur l'évaluation des apprentissages en formation à distance.
que je vais animer avec Marie-Josée Tondreau du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, on espère vous voir en grand nombre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci pour votre écoute. Bonne fin de journée.